Bonjour, je vais aujourd'hui vous lire un conte d'un auteur japonais qui se nomme Soseki. Il est né en 1867 et mort en 1916. C'est un auteur de romans et de nouvelles qui est souvent comparé en Occident à Proust ou à Virginia Woolf. Il est devenu professeur de littérature en 1895 au Japon et le gouvernement japonais l'a envoyé étudier en Angleterre d'octobre 1900 à février 1903. Le texte que je vais vous lire est extrait d'un recueil qui s'appelle Petits contes de printemps. Dans cette compilation de nouvelles, il y en a plusieurs qui relatent des épisodes de la vie de ce jeune Japonais dans la capitale londonienne. En octobre 1902, il a fait un voyage en Écosse et voici la nouvelle qu'il écrira ensuite. Autrefois, la vallée de Pitlochry était au cœur de l'automne. Octobre teintait de chaudes nuances les champs et les bois qu'embrasait le regard. La vie était là, dans cette lumière. Le soleil enveloppait l'air calme de la vallée à mi-chemin du ciel, mais ne tombait pas directement sur le sol. Pourtant, il ne fuyait pas non plus de l'autre côté des montagnes. Il restait immobile, stagnait sans le moindre mouvement au-dessus du village où nul vent ne soufflait. Dans l'intervalle, la couleur des champs et des bois changeait peu à peu. Comme le fruit vert hier encore est aujourd'hui doux comme le miel, la vallée tout entière est en train de mûrir. La vallée de Pitlochry se retrouve alors 200 ans en arrière et se fige sans résistance sous une patine sans éclat. Les visages cuivrés par l'automne se tournent vers le ciel et contemplent les nuages qui passent au-dessus des montagnes. Ces nuages sont tantôt blancs, tantôt gris. Le flanc des collines apparaît souvent à travers leur fond transparent. Quel que soit le moment où on les regarde, ces nuages donnent l'impression qu'ils sont là depuis toujours. La maison qui m'accueille se prête à la contemplation des nuages et de la vallée. Elle se dresse au sommet d'un coteau. Le soleil caresse les murs sur toute la surface de la maison exposée au sud. Depuis combien d'années le soleil d'octobre darde-t-il là ses rayons? À l'extrémité ouest, où tout est desséché et gris, un rosier, un seul, se trouve pris entre le mur froid et le chaud soleil et donne quelques fleurs. L'énorme corolle, comme renversée, du calice ondule telle une vague jaune d'or, et par endroits ses pétales se referment pour se cacher. Leur senteur, aspirée par les pâles rayons du soleil, s'estompe bientôt dans l'atmosphère. Debout dans cet espace de 3 ou 4 mètres, j'ai levé la tête. Les roses grimpaient haut. Le mur gris s'élance droit jusqu'à la limite où ne parviennent pas les tiges du rosier. À l'endroit où il rejoint le toit, on aperçoit encore une tourelle. Le soleil laisse tomber ses rayons du fond de l'épais brouillard qui s'élève au-dessus. À mes pieds, le coteau descend vers la vallée de Pitlochry, et très loin en bas, le regard embrasse une plaine aux couleurs vives. Sur l'autre versant, qui s'élève vers la montagne, les feuilles dorées des bouleaux se rejoignent et s'entremêlent. La chromatique des tons s'enrichit à l'infini des plus belles nuances. Traversant la nuance claire et rouillée qui se reflète sur toute la vallée, ondule une diagonale noire. L'eau de la vallée qui contient de la tourbe est d'une couleur surannée, comme si on y avait dilué de la poudre à teindre.
C'est la première fois, depuis que je suis arrivée dans ce coin perdu de montagne, qu'il m'est donné de voir un cours d'eau de cette couleur. Le maître des lieux est arrivé derrière moi. Sa barbe, sur laquelle se joue la lumière d'octobre, paraît blanche aux trois quarts. Sa mise non plus n'est pas banale. Il porte un kilt. Le tissu est à larges bandes croisées, comme la couverture qu'on vous met sur les genoux quand on prend une voiture ici. Les plis descendent bien droit jusqu'aux genoux, comme un large pantalon sans fourche, et les mollets se dissimulent sous d'épaisses chaussettes de laine. À chaque pas, les plis du kilt s'agitent et on peut apercevoir la peau entre le genou et la cuisse. C'est comme un hakama japonais à l'ancienne qui n'a pas honte de dévoiler la chair. Mon hôte porte accrochée à la ceinture une petite sacoche en fourrure de la taille du gong que les bonzes frappent pendant leur prière. Le soir, il approche sa chaise de la cheminée et, tout en regardant les braises rouges qui crépitent, il extrait pipe et tabac de ce petit sac. Et il tire à grandes bouffées jusqu'à une heure avancée de la soirée. Le gong s'appelle Sporan. Nous sommes descendus ensemble le long du ravin et avons pénétré dans un chemin sombre. Les feuilles persistantes de l'arbre appelé Scott Fir semblent retenir les nuages, aussi fins que des laminaires hachés. Un écureuil a escaladé le tronc par bonds en remuant sa large queue touffue. L'instant d'après, un autre a grimpé sur la vieille mousse épaisse, prompte à fuir les regards. La mousse n'a pas bougé, toute dodue. La queue de l'écureuil s'est enfoncée dans l'obscurité comme un émouchoir en glissant sur le tronc noirâtre. Le maître du logis s'est tourné vers moi. Il a pointé le doigt en direction de la vallée de Pitlochry, nimbée de lumière. Comme tout à l'heure, la rivière Noire la traverse en son milieu. Il m'a expliqué qu'en remontant le cours vers le nord pendant 1 lieue et demie environ, on découvre les gorges de Killiecrankie. Lors de la bataille que les Highlanders et les Lowlanders se sont livrés dans la vallée de Killiecrankie, les cadavres se sont amoncelés entre les rochers, endiguant l'eau qui creusait la roche. Abreuvé du sang des combattants, le cours de la rivière a drainé ses eaux rouges dans la vallée de Pitlochry pendant 3 jours entiers. Pour ma part, je décidai de partir le lendemain de bon matin pour me rendre sur l'ancien champ de bataille de Killiecrankie. Quand nous sortîmes du ravin, quelques pétales de rose jonchaient le sol. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez apprécié cette lecture de Soseki.